Et salut les amis, on se retrouve sur la quotidienne du Tour de France de roue libre. Paul qui fait des bisous, qui fait des V de la victoire, tel Tadej Pogacar, qui remercie le public et bien évidemment Robin plus humble, plus tranquille. Enfin d'ailleurs humble, ça veut pas dire que Paul n'est pas humble, mais il est un peu plus spectaculaire le Polo, que Robin il est un peu plus tranquille, force tranquille. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. On va passer une belle heure ensemble, il y a plein de trucs à dire les copains. C'est Vous êtes comme en tous les forme ou soirs. quoi? Il y a toujours plein de trucs à dire, c'est trop bien. Ce Tour de Toujours France plein de trucs est à dire. trop bien et de manière globale, le Tour de France, c'est trop bien et Le le Tour de cyclisme, France, c'est c'est trop trop bien. bien. Parce que à chaque fois, tu peux te demander les étapes de plaine, est-ce qu'il va y avoir des trucs à raconter? Il y a toujours plein de trucs à dire. Il y a Mm. toujours plein de trucs à dire. Donc franchement, on se régale de fou. Aujourd'hui, on s'est encore régalé. Qui l'eût cru que Wout van Aert allait se faire une échappée de 80 bornes et se cramer comme ça? Qui eût cru que Pogacar allait battre Michael Matthews au sprint avec son équipe qui roule, une équipe retrouvée? Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui et j'ai hâte qu'on en parle. Il y a plein de trucs à dire. Robin, ça va toi la forme? Ouais, ça va très très bien. Les choses sérieuses commencent. On a quand même Tadej Pogacar en jaune, David Gaudu sur le podium de l'étape. Je pense que avant la montagne, on ne pouvait pas espérer mieux. Ouais. Et d'ailleurs, je vais vous poser les questions. Aujourd'hui, j'ai des sondages à mettre. J'ai eu plein d'idées de sondages Allez, parce que j'ai envie de vous demander si vous kiffez de voir Pogacar prendre le maillot jaune déjà, si vous aimez cette attitude agressive. J'ai envie de vous demander si vous avez compris ce qu'a fait Wout van Aert, si vous le comprenez, si vous le validez. J'ai envie de vous demander ce que vous pensez de David Gaudu. Est-ce qu'il monte en puissance? Qu'est-ce qu'il peut faire de Romain Bardet aussi? Il y a des sujets importants. Et les gars, j'ai besoin d'avoir votre avis. Et j'ai pas besoin des commentaires. Allez, l'OM, c'est très très dur à lire ça, les amis. Mais j'ai mis un petit maillot, j'ai mis un maillot de rugby, pas pour lire des trucs comme ça. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, les copains. Donc, je veux pas de ça, s'il vous plaît. C'est un truc, je le demande, c'est juste ça. C'est tout ce que je demande. On a un gros programme, du coup. La victoire de Pogacar. On va se demander comment il a gagné, pourquoi, ou est-ce que véritablement il met un coup de massue à ses adversaires, lesquels. Le numéro de Van Aert, là aussi on va un peu décrypter tout ça. J'ai besoin de vos avis, les gars. J'ai besoin de comprendre ce qu'il nous a fait, Wout, ce qu'il fait à son équipe. Est-ce que même son équipe le comprend? Peut-être qu'ils regardent hein, les directeurs de la Jumbo Visma, peut-être qu'ils ont besoin de vos avis. Donc on va leur dire peut-être quoi faire, je ne sais pas. Bardet et Godu, donc comme je lui disais, bien évidemment, qu'est-ce qui va être la suite de ce Tour de France pour eux? L'étape de demain, elle est très très intéressante. La super planche des belles filles, on va se régaler. Enfin, je l'espère. Quel scénario est imaginable? Et bien évidemment, on terminera par deux choses. Alors, on terminera bien évidemment par la quiz, mais juste avant, il y aura la rétro-bain. Comment ça va? De quoi on va parler, Com- Robin? comment Comment ça ça va? va? Ça va bien. Ça, je Je sais t'ai pas, déjà tu dit. dis. Ça, je t'ai C'est déjà 4 fois que dit. tu lui poses Ça, la je t'ai déjà question, dit. j'espère Ça, je que t'ai déjà dit. Ça, je t'ai tu déjà vas dit. retenir au bout d'un moment. Comment ça va, Robin? Euh, Ça va, ça va. On va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était l'étape la plus longue du Tour 2022, 219 km. Donc, on va parler de l'étape la plus longue de l'histoire du Tour. C'est une étape qui a eu lieu pendant plusieurs années, au tournant des années 20 et qui faisait 480 km. Donc, un truc complètement dingue. On en parle tout à l'heure. Eh ben, grand plaisir. Alors, on va donc faire un débrief de l'étape donc sur l'étape du jour. Je suis en train de chercher le classement pour vous l'afficher, pour tout vous dire que j'ai partagé. Hop, Polo, je te l'affiche. Ouais, je te le Il est mets. là. Mais voilà. Il est là. Voilà. Donc, Tadej Pogacar qui l'emporte devant Michael Matthews et David Gaudu qui termine troisième. Tom Pitcock termine quatrième. Nairo Quintana cinquième. Et on va s'intéresser à ce classement lentement, mais sûrement. Comment ne pas. Je ne sais même pas par où démarrer aujourd'hui, les gars. Franchement, il y a tellement de trucs à dire. Est-ce qu'on le La prend de victoire, le manière un peu vainqueur, quand même. chronologique ou est-ce qu'on prend la victoire? Ah, la victoire, je pense, non? Oui, ouais, Ouais, ouais. partons sur la victoire. Je suis d'accord avec Robin. Bon, bah, partons sur la victoire. Euh, Tout simplement, il gagne, il prend le maillot jaune, il dit après que c'était pas un objectif, mais qu'il veut le garder. Robin, aujourd'hui, Tadej Pogacar et frappe encore une fois très fort après avoir frappé fort déjà sur l'étape des pavés. Ouais, il est impressionnant. Il est au-dessus de tout le monde. Je pense que honnêtement, on n'est pas beaucoup à être surpris quand même. On s'y attendait. Moi, j'avais pronostiqué la victoire de Tadej Pogacar aujourd'hui. Je pensais que ça allait déjà être pour lui, même si on n'est que sur la sixième étape. Mais Tadej Pogacar, il s'était révélé sur le tard en 2020 en prenant le maillot jaune la veille de l'arrivée.
Mais depuis, il a quand même l'habitude de faire comme ça. Et l'année dernière, sur le Tour de France, il avait frappé très fort dès le contre-la-montre en Mayenne le 5e jour. Et il avait pris le maillot jaune sur la 8e étape. Finalement, aujourd'hui, il est un peu dans ces temps de passage-là aussi. 6e étape, il n'y a pas encore eu de montagne. La plus grosse bosse qu'il y a eu, c'est de la 3e catégorie. Et il est déjà maillot jaune avec une bonne trentaine de secondes d'avance sur tous ses concurrents, sur les premiers en tout cas, et 1 minute sur un bon paquet d'entre eux. Donc c'est évidemment déjà très très fort ce que fait Pogacar. Le sprint qu'il fait aujourd'hui est juste monstrueux parce qu'il a quand même Michael Matthews dans la roue qui est un peu plus sprinter que lui, mais il le dépose, ça fait pas l'ombre d'un doute. Donc non, franchement, tu as Pogacar impressionnant. Évidemment, tu as un petit peu peur pour le suspense quand tu vois ça, quand tu vois qu'il est maillot jaune après 6 jours, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il était impérial sur les pavés, il a été de nouveau sur une arrivée en bosse, et en plus on s'y attendait, et en plus il sera le favori de demain. C'est vrai qu'on en a parlé, Paul, ce matin. On disait que Tadej Pogacar pouvait gagner. Tadej Pogacar a gagné. Tadej Pogacar a gagné. Et franchement, on en parlait ce matin sur Winamax avec vous deux. On se savait que si cette étape arrivait et se jouait entre les cadors du peloton, si l'échappée matinale était reprise et qu'elle n'allait pas au bout, ce qui n'est pas arrivé, on se doutait bien que Tadej Pogacar serait bien placé en haut de Longwy. Après, comme le dit Robin, la démonstration sur le sprint, avec cette impression que les mecs dans sa roue derrière ne démarrent pas leur sprint, justement qu'ils le laissent partir alors qu'ils sont déjà eux aussi dans leur effort maximal, c'est assez extraordinaire. Il y a des réactions, celle de Tom Pidcock notamment, qui est assez marrante. Il est dans une surdomination et tu m'étonnes qu'il soit serein, qu'il soit souriant, qu'il soit décontracté. Il le sait, au-delà d'être fort, il a conscience qu'il est plus fort que les autres et surtout il a instauré dans la tête des autres le fait qu'il était plus fort qu'eux. Et c'est ça qui est incroyable avec Pogacar, c'est que psychologiquement, il a un impact sur ses adversaires, un impact psychologique, et à chaque fois, c'est un peu plus. Hier sur les pavés, aujourd'hui sur une étape qui devait convenir à un sprinter puncher, et ben non, c'est toujours lui qui va rafler les mises. C'est plutôt extraordinaire. Maintenant, voir la montagne. Voilà, la montagne, c'est pas là où il est censé être le moins bon. Mais les seules fois où on l'a vu ces dernières années, peut-être un peu coincé, en tout cas être mise un peu en difficulté à la pédale, et ben finalement, c'était en montagne. C'était un peu le cas l'année dernière au Ventoux, sur le col de la Loge Tu l'as vu il y a aussi 2 ans. potentiellement en danger sur d'autres terrains, Polo. Ouais, mais très peu. Hein. Si tu me parles de. Il y a 2 jours, il est quand même en danger. C'est pas de la montagne. Ce que je veux dire, c'est que dans le chat, il y en a pas mal qui disent les gars, le tour n'est pas joué, le tour n'est pas plié. Évidemment qu'il est pas encore plié, même si Pogacar était le grand favori avant et est en train de le prouver. Mais je trouve que quand même l'équipe de Pogacar n'est pas du tout impériale. Aujourd'hui, ça allait mieux parce que ça monte. Aujourd'hui, ouais, c'est ce que j'allais te lancer là-dessus, Robin. Aujourd'hui, ça allait mieux. On a vu quand même McNulty et Maïka dans le final rouler pour lui et permettre de gérer un peu la situation. C'était mieux. Mais là encore, il n'y a pas de surprise. On savait que cette équipe UAE, elle était faite pour la montagne. Quand tu viens avec McNulty, Solaire et évidemment Rafał Majka, qui est l'équipier numéro 1, avec McNulty, bon, ça dépend des jours. On sait que tu vas être bien entouré en montagne et dès que ça monte, il n'y aura pas de souci. C'est ce qui s'est passé. Ils lui ont emmené le sprint final dans la bosse comme il fallait. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de surprise depuis le début de ce tour. Il avait pas forcément fait pour le ramener aussi bien sur l'accélération de Wout van Aert. C'est la différence. Parce que c'était moins prévu, justement. Aujourd'hui, c'était un petit peu écrit le scénario malgré tout, surtout une fois qu'on a vu Van Aert tout seul devant et qu'on savait, entre guillemets, que ça allait se jouer entre les hommes du peloton. Comme quoi, Wout van Aert, alors on va en parler tout à l'heure, mais l'absence de Wout van Aert dans le final, c'est un véritable facteur X en fait, Wout van Aert, parce que s'il est là sur la fin, peut-être que l'étape est complètement différente. Oui, l'étape aurait changé un peu. Après, pour la lutte, ça aurait quand même pas changé grand-chose. Même si Pogacar avait dû faire 2 derrière Van Aert, ça n'aurait pas changé la face de cette étape. Ce que je veux dire, c'est que concernant Pogacar, il n'y a rien qui m'a surpris depuis le début du tour. Je ne suis pas surpris qu'il ait été fort sur les pavés et je n'ai pas été surpris non plus qu'il soit isolé sur les pavés. Je m'attendais à ce qu'il soit tout seul vu son équipe. Et je m'attendais à ce qu'aujourd'hui il s'impose et je m'attendais à ce qu'il soit très bien entouré. Finalement, il n'y a pas de surprise. Mais du coup, si on poursuit le filon, je m'attends aussi à ce que dans les étapes de montagne, il soit de nouveau très bien accompagné,
Mais il n'y a pas que des étapes de montagne jusqu'aux Champs-Élysées. Oui, demain, c'est une arrivée au sommet, mais les 2 étapes qui suivent samedi et dimanche, c'est des étapes un peu plus embêtantes et plus difficiles à gérer. Et il va y en avoir un bon paquet d'étapes comme ça jusqu'aux Champs-Élysées. Donc, avec une équipe qui honnêtement est très faible quand on sort de la montagne, et on l'a vu rien que sur ses premiers jours de course, tu peux te dire que c'était peut-être pas l'année pour prendre le maillot jaune aussitôt. Alors on sait que Pogacar, généralement, les théories, il les prend, il les casse en deux. Mais là, je me dis malgré tout, c'est pas Pogacar lui-même qui m'inquiète, c'est plus son entourage. Et je me dis, ça va être compliqué quand même pendant plus de 2 semaines d'assurer la course, d'assumer le poids de la course et de devoir en permanence à la fois rouler et être autour de Pogacar. C'est... Ouais, Paul. Non, moi j'ai tendance à temporiser un peu l'impact que peut avoir sur son équipe sur une éventuelle performance, une éventuelle victoire de Pogacar, étant donné que malgré les faiblesses de son équipe qui étaient réelles et qui ont été mises en lumière sur cette première semaine, justement, ce qui inquiétait, c'était cette première semaine. Maintenant, on arrive sur des terrains de jeu où Tadej Pogacar, il peut reprendre du temps presque tous les jours. Il va avoir là 3 jours d'affilée et on n'est même pas encore dans les Alpes. Allez, on va dire que dimanche, on est dans les Alpes. 3 jours d'affilée où il peut, même au jeu des bonifications, continuer de grappiller du temps, grappiller du temps, grappiller du temps. Il ne perdra plus de temps sur des faits de course qui peuvent être piégeux. À voir peut-être sur les étapes de transition avec le vent entre les Alpes C'est de ça que je te parle, et moi, les Polo. C'est Pyrénées. pas de l'Alpe d'Huez ou d'Otakam. Hein. La fenêtre, elle se réduit énormément. Et s'il y avait un endroit pour piéger Pogacar, c'était cette première semaine. Ça fait 2-3 jours qu'on le dit. Et ça fait 2-3 jours qu'on se mordait un peu les doigts de voir des potentielles possibilités de le piéger qui finalement n'en sont pas. Moi, j'ai l'impression que là, Pogacar, demain en montagne, il va, même s'il prend que quelques bonifs ou alors qu'il fait un écart de 2-3 secondes, il va continuer de mettre la tête dans le seau de ses adversaires, au moins mentalement. Et là, pour inverser la tendance, ça va être très compliqué. Et on en parle beaucoup dans le chat. Ça parle de chute, ça parle de potentiellement de bordure. Et encore, j'aimerais bien voir Pogacar pris dans une bordure. On n'est pas, Ça parle de canicule aussi, Polo. c'est pas le Pogacar d'il y a 2 ou 3 ans. Possiblement canicule. Voilà, on en est là. Avec Tadej Pogacar, on en est là. On sait que maintenant, à l'heure actuelle, il n'a pas plié le Tour de France. Le Tour de France est encore très long. Il va se passer énormément de choses encore jusqu'aux Champs-Élysées. Pogacar n'a pas gagné le Tour, loin de là. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que s'il n'arrive pas d'éléments extérieurs, c'est pas à la pédale qu'un adversaire de Pogacar l'embêtera cette année. Et ça, on pouvait s'en douter avant. On en a, je pense, aujourd'hui la quasi-certitude. On peut afficher le classement général, Paul, juste pour montrer désormais les écarts, parce que c'est un peu ce dont on est en train de parler, pour voir que Tadej Pogacar a 4 secondes d'avance sur Nelson Powless, qui a terminé dans le premier groupe, d'ailleurs. Alors, dernier du premier groupe, il y a eu une petite cassure, on va en parler. Mais désormais, il est à 4 secondes de Pogacar, à voir ce qu'il peut tenter, même si demain, ça risque d'être quand même compliqué, à moins qu'il prenne potentiellement, par exemple, une échappée. Jonas Vingegaard est donc à 31 secondes. Et ensuite, on a 3 Ineos, Adam Yates, Tom Pidcock, Geraint Thomas. Alexander Vlasov aujourd'hui a connu un problème mécanique dans le final. Une chute carrément. Ouais, il a chuté d'ailleurs un peu tout seul, j'ai l'impression. C'est pas très clair. Voilà, il y avait un îlot, ça aussi, îlot directionnel. Oui, il y a un îlot en plein milieu. Après un virage à 90 degrés, c'est un peu se foutre de la gueule du monde du côté des organisateurs, mais bon, ça, c'est un peu après, on en avait un peu parlé avec sur la route d'Occitanie, l'organisateur de la route d'Occitanie qui nous avait dit que des fois, ils ont beau chercher tous les itinéraires possibles et imaginables, ils ont pas d'autres possibilités. Donc, je connais pas trop la réalité de l'arrivée à Longwy, mais bon, effectivement, c'était pas vraiment le meilleur itinéraire qui soit peut-être. Mais il a quand même réussi à revenir. Alexander Vlasov. Le problème, c'est qu'il se prend cette cassure à la con. Qui fait mal. Il termine dans un groupe avec Geraint Thomas. Donc juste derrière Geraint Thomas, il se prend du coup 5 secondes. Et après, bon, ça commence un peu à chiffrer forcément. Mais il y a Caruso qui termine à 21 secondes encore une fois. Louis Mentis qui termine à 26 secondes. Cataneo aussi. Thibaut Pinot, ça y est, Paul. Là, cette fois, il a perdu du temps.
Cette fois, il a perdu du temps. Alors, encore une fois, qu'on m'explique pourquoi il a tant voulu essayer de s'accrocher. Peut-être qu'hier, il ne s'est pas accroché, hein. Je pense qu'il a pas fait exprès hier, hein. Peut-être qu'hier, il était bien, il n'a pas forcé, il s'est retrouvé dans un groupe de lâchés, il était en queue de peloton de ce groupe-là, il a fait sa petite course. Voilà, peut-être que finalement, c'est ça. Il n'a pas non plus forcé le fait de perdre du temps non plus. Il pensait peut-être en perdre plus que ce qu'il en a perdu hier. Voilà, de toute façon, aujourd'hui, maintenant, la question, elle ne se pose plus. Et c'est tant mieux en vue de ce qui arrive. Alors après, Thibaut Pinot, on en parlera dans la preview, notamment du rôle autour de David Gaudu et des déclarations de Marc Madio. Mais voilà, alors en tout cas, pour le coup, je me posais la question hier, je me la pose plus ce matin, ce soir. Rentrons dans le vif du sujet, du gros sujet du jour, c'est qu'est-ce que Wout van Aert a fait. Quand il part dans les échappées, les gars, Paul, qu'est-ce que tu te dis? Tout simplement, en regardant l'étape, tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Qu'est-ce qu'il nous fait? Quelle est ton explication? Franchement, je n'ai pas trop compris au début. J'ai beau chercher des circonstances atténuantes à Wout van Aert, j'en vois quoi? J'en vois deux. J'en vois deux. La première, c'est que son équipe a dû lui dire ce matin, tu te démerdes comme tu veux, mais nous, on ne va pas rouler pour toi pendant 200 bornes. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est, voilà, il veut honorer le maillot jaune, le panache jusqu'au bout, quitte à le perdre. Parce que s'il reste en peloton aujourd'hui, c'est pas dit qu'un mec comme, je sais pas, un mec comme Boissonhagen, par exemple, aille en échappée et prenne le jaune. Il a voulu mourir avec les armes à la main, aujourd'hui, avec ce maillot jaune. Il se retrouve dans un bourbier avec, On s'en rappellera quand même. Ouais, avec le petit Quinn Simons, le pauvre, qui s'est dit que ça allait être sa journée, mais qui s'est fait broyer par Van Aert, et Jacob Fuglsang qui part, puis qui s'arrête, parce qu'il joue à moitié le général, alors que vous pensez que Jacob Fuglsang, à 37 ans, joue le général, alors qu'il, même dans ses meilleures années, il a été incapable de passer la Il y en première a d'autres qui semaine. ont cru, hein, Polo. Les Bora aussi, ils ont cru que Fuglsang jouait le général parce qu'ils ont roulé pendant 15 bornes. Ouais, bah écoute, c'est quand même incroyable de croire en Fuglsang pour le général, même s'il est fort cette année, sachant qu'on sait que sur 3 semaines, Fuglsang, c'est quand même vraiment catastrophique. Mais bref, écoute, le fait est que Wout van Aert se retrouve devant. Wout van Aert nous fait un numéro. Mais après, voilà, je comprends pas la finalité. C'est un peu ça qui est dommage, c'est que il est complètement en adéquation, enfin, en adéquation quand on dit qu'il ne va pas dans le même sens que, c'est ça? À contre-courant. À contre-courant, c'est beaucoup mieux, j'en perdais mon latin. Il est pour moi complètement à contre-courant de son équipe et de ses objectifs. Ça l'était déjà avant le Tour de France, parce que il y avait le côté Van Aert vise les étapes, le maillot vert, etc. Et de l'autre côté, deux leaders pour le classement général avec leur petite garde rapprochée. Le fait est que là, chez Jumbo-Visma, tactiquement, c'est très mal joué, mais je pense que soit la Jumbo-Visma n'arrive pas à contenir les objectifs et les volontés de Wout van Aert, soit Wout van Aert en fait vraiment qu'à sa tête. Dans les deux cas, j'ai quand même pas l'impression qu'on se comprenne bien dans cette équipe. Donc voilà, aujourd'hui, comme je te dis, on a dû sûrement lui dire que personne n'allait rouler pour défendre son maillot jaune. Lui a dit que si c'est comme ça, et ben moi je vais faire ma course et puis advienne que pourra. Et puis si je perds des forces alors que demain mon équipe aura peut-être besoin de moi, et ben c'est tant pis. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais cette manière de courir aujourd'hui était quand même un peu étrange. Je pense en effet qu'on lui a dit aujourd'hui tu fais ce que tu veux mais tu te débrouilles tout seul. Ça je suis d'accord avec toi. Après j'ai vu beaucoup de commentaires, que ce soit chez les commentateurs ou sur les réseaux, quand on était dans le final, qui disaient ah bah Van Aert s'il était resté dans le peloton bien au chaud, il aurait fait le sprint et puis il aurait sûrement fait la nique à Pogacar et Matthews. Sauf que si Pogacar il n'est pas dans l'échappée, peut-être que l'échappée, si Van Aert il n'est pas dans l'échappée, peut-être que l'échappée elle va au bout en fait. Et Van Aert il n'allait pas rouler pendant 200 bornes dans le peloton pour essayer de maîtriser l'échappée. Parce que les Bora qui ont roulé, les UAE, tout cela, ils ont roulé aussi parce que c'était Van Aert devant, qu'ils n'avaient pas envie de le laisser partir trop loin. Il y en a qui ont roulé même au début parce qu'il y avait Fuglsang devant et qui voulaient maîtriser leur top 10 au général. Donc si tu as une échappée qui part avec Quinn Simmons et deux autres gars qui ne sont pas du tout dangereux au général ou qui ne s'appellent pas Van Aert, peut-être que l'échappée, finalement, on lui laisse 2-3 minutes de plus, qu'elle va au bout
et que tout ce beau monde, il ne la joue pas la victoire d'étape. Donc je pense en effet que Van Aert, il a été un peu dans un entre-deux à se dire comment je vais faire pour arriver pour la victoire d'étape. Si mon équipe décide de ne pas rouler pour moi, qui va le faire à ma place? Il était quand même maillot jaune, rappelons-le. Et après, il y a le côté panache que dit Polo. On est un peu d'accord quand même pour dire que quoi qu'il arrive, le maillot, il le perdait demain à la planche des belles filles. Est-ce qu'il vaut mieux le perdre à la planche en tenant ton rôle de coéquipier qui sera obligé de tenir, ou est-ce qu'il fallait mieux y aller comme il a fait aujourd'hui? Je crois qu'il avait envie de se faire kiffer avant de lâcher le maillot jaune. Il avait envie peut-être de claquer son étape, mais au-delà même de l'étape, de vraiment se lancer dans un grand truc. Il l'a fait, honnêtement, quand pendant 30 bornes, allez, 20 bornes, on a seul en tête le maillot jaune et qu'en plus c'est Wout van Aert. Moi, je trouve que c'est une image étonnante et dont on se rappellera. Oui, aujourd'hui, Wout van Aert, il perd le maillot jaune, mais il s'en fout un peu. Il allait le perdre au mieux du mieux, il le perdait demain. Donc ça change pas grand-chose à sa vie. Par contre, aujourd'hui, il s'est fait un kiff. Il a essayé un truc et tous ceux qui ont vu l'étape, tous ceux qui étaient devant la télé, se rappelleront longtemps du raid de Wout van Aert sur l'étape de Longwy. J'ai une question quand même, Robin, parce que si la carte blanche dès le début de l'étape, pour une étape comme aujourd'hui, est-ce que c'est pas quand même une grave erreur de la part de la Jumbo-Visma de ne pas garder un homme aussi fort comme lieutenant principal, de lui donner, j'ai l'impression quand même, carte blanche aussi sur l'étape d'hier au début à la vue des déclarations des directeurs sportifs. Est-ce que c'est pas un truc qu'ils vont payer quand même parce que on a vu ce qu'il a pouvait tellement apporter fort, sur j'ai les envie de te dire. tours d'un jour. Bah là, Franchement, il a l'air tellement fort. Tu as vu les efforts qu'il fait hier sur Ouais, sur mais les tu le 40 vois derniers quand même, kilomètres de il est l'étape. tellement fort, mais tu vois que quand même, son étape aujourd'hui, à la fin, il Bah, il est explose à la fort quand fin. même. Bah oui, mais c'est pas parce Ça qu'il a est quand pas même, fort. c'est un être Il humain, était quoi. À la fort. fin, il Il, va le il payer vient de un faire minimum. 2 jours de dingue et il est capable de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Ouais, Moi, mais je suis bon. pas, je suis À pas la du tout fin, tu inquiet payes pour tes Van Aert. efforts quand même. Tu penses qu'il va quand même réussir Ouais. à. Tu Moi, je vois, pense Van que Der demain, il Poel, n'y je aura me pas de serais dit la souci même pour Van Aert. chose. Et à la fin, tu vois quand même qu'ils ont des limites, les mecs. Après, Van Aert, demain, son rôle, c'est pas d'emmener Vingegaard jusqu'à 200 mètres de la ligne. Il va s'arrêter un petit peu avant. J'imagine qu'il y a quand même des coureurs qui sont censés être un peu mieux que Van Aert pour faire ce boulot-là. Tu as quand même Ouais. Roglic, tu as quand même Sepp Kuss, tu as Kruijswijk éventuellement, Van Aert, qui peuvent faire ce job. il fait top 5 sur le chrono de la planche en 2020, non? Van Ouais, Aert, ouais, je oui. pense. Ouais. Oui, mais Ouais. c'est un Oui, chrono quand même, même un Polo, peu c'est pas la mieux. même chose. Tu as du plat avant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté. Là Est-ce aussi, qu'il il y n'y a a du pas plat un avant. côté quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un côté. Enfin, un mec aussi fort, relativement gérable, j'ai envie de dire, son équipe lui dit clairement bah non, là, il y a un mec qu'on doit aller chercher qui s'appelle Pogacar, qui est extrêmement compliqué à aller chercher. On a le meilleur contender qui soit dans notre équipe, c'est Jonas Vingegaard. On a déjà perdu Roglic. On met toutes les chances de notre côté. Ton énergie, tu la gardes pour Ouais. vraiment que Après, Vingegaard gagne. Est-ce qu'il n'y a pas un côté tout puissant de Van Aert dans cette équipe-là? Tu vois, c'est le seul qui a le droit d'avoir un casque différent des autres. Tu vois, j'ai l'impression qu'il est difficilement gérable et que c'est dommage pour la Jumbo, quoi. Bah, tu je- préfères Van Aert comme ça ou tu préfères le laisser dans une autre équipe? C'est ça la question aussi. non, Ah ben oui, non mais c'est une la question, vraie c'est vrai. J'ai question, l'impression qu'il a ça comme argument. non, mais la vraie question là pour Wood, c'est de savoir s'il fait vraiment partie des plans de garde rapprochée de Roglic et Vingegaard, que ce soit là à l'heure actuelle, mais surtout pendant même pendant la décision de prendre Wout van Aert sur ce Tour de France. Quand on prend Wout van Aert sur le Tour de France, l'objectif Bah, c'est principal, incroyable. c'est pas Il a de, fait la semaine de fou. c'est Les pas gars, de vous êtes l'aider, c'est fous. ça. Mais Il fait une semaine de malade. Jumbo, s'il gagne pas le tour avec Roglic, il s'est planté. oui, mais C'est pas c'est de ce que sa je te faute, mais il dis. s'est planté. Paul, Et je me demande Vingegaard, si on tu as sait le pas. bon. Je me demande si tu as le bon micro, Polo. Si, je pense que j'ai le bon. Je vais quand même checker parce que je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas. Mais non, c'est ce que je suis en train de te dire, Romain. C'est que Wout van Aert, de base, alors certes, il fait beaucoup d'efforts, etc. Mais il a fait exactement ce qu'on lui demandait cette semaine aussi. Il a été performant, il a gagné des étapes, il a assuré le maillot vert, ou presque. Je ne sais pas ce qu'on lui demande de plus. Aujourd'hui, il n'a peut-être pas couru de la manière la plus maligne qui soit, parce que je pense qu'il y avait peut-être une belle victoire d'étape à aller chercher. Mais le fait est que si on se demande, et moi c'est la question que je me posais, mais si on se demande pourquoi il fait ça alors qu'il a des leaders à aider, Wout van Aert ne fait pas partie de la garde rapprochée directe
de Roglic et Mais Vingegaard. Polo aussi, hier, c'est lui qui sauve le cul à Vingegaard. Hier, il le sauve par miracle, parce qu'au moment où Vingegaard crève, il passe à ce moment-là, Non, mais Wout ça, on van ne sait Aert. pas. Ça se trouve, il aurait été dans le groupe de tête, il se serait relevé pour attendre. Comme Laporte, à la fin, s'est relevé pour attendre quand Roglic était dans la panade. Il se trouve que hier, moi, ma conclusion, c'était on n'a pas eu la réponse à notre question de est-ce que Van Aert allait s'arrêter, allait attendre s'il y avait un problème pour un de ses leaders. On n'a pas eu la réponse parce qu'il n'a pas eu à le faire, il était avec lui. Mais ça ne veut pas dire forcément que s'il avait été en tête, on aurait dit à Van Aert, ah, continue ta course, t'inquiète, il y a Roglic et Vingegaard dans un bourbier pas possible, mais continue, essaye d'aller gagner l'étape. Non, bien sûr que non, j'y crois pas d'une seconde. Moi, je pense que Van Aert, il est en train de faire son boulot de coéquipier et il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Et surtout pour l'équipe Jumbo-Visma, je trouve que pour une fois, ils ont exploité à fond sur cette semaine Wout Van Aert. Parce qu'il ne faut pas oublier que Roglic aujourd'hui, il est à plus de 2 minutes. Vingegaard, bon, bah, c'est bien. Pour l'instant, il est 4 secondes, mais il est quand même pas avec le maillot jaune sur le dos et il est quand même pas favori pour gagner ce Tour de France. Donc, au moins, si ça ne fonctionne pas, si le plan pour faire vaciller Tadej Pogacar ne fonctionne pas, ils auront eu l'animateur de la première semaine, Wout van Aert, qui aura porté le maillot jaune. Ah non, mais bien qui aura sûr. fait Non, tout mais ce qu'il moi, fallait je pour la préfère. semaine. Et Par un tel je crois coureur. que Ah, il y a c'est, je plus ne de sais son. pas si c'est juste Ah, toi, merde. Joseph. Non, non, c'est peut-être moi, j'ai touché un Euh, truc, normalement c'est revenu là. Ok, dites-nous si c'est Moi, revenu. en tout cas, ça module chez moi, donc Est-ce que, est-ce que il y a pas de ça, raison. est-ce que Moi, je suis ça toujours là. remarche? Je suis toujours là, apparemment. Joseph en Antarctique, c'est bon. Ok. Donc non, mais je disais que oui, bien évidemment. Moi, je soulève cette question-là parce que je veux regarder. Je remarque en fait qu'il y a deux enjeux qui se télescopent un peu, malgré Wout van Aert et tout le bonheur qu'il nous apporte quand on regarde ce Tour de France. Et que évidemment, je disais, vous m'entendiez pas, que je ne sais pas si j'ai déjà été autant estomaqué par un coureur en première semaine et que ce qu'il fait est absolument phénoménal. Franchement, bravo à lui et je ne remettrai jamais en question ses intentions, j'ai envie de dire. Je remarque juste que quand il est à 80 km de l'arrivée, qu'il est contrôlé et qu'on sait qu'il ne va pas gagner l'étape, je me dis que Moi, j'en peut-être étais pas sûr, la Joseph. direction sportive, bah, c'est quand même extrêmement compliqué qu'il aille la chercher à 3. C'est très compliqué, je suis d'accord avec toi. Mais Très là, compliqué, tu vois. je trouve qu'on s'égare, les gars. Est-ce qu'on reproche vraiment à Wout van Aert Non, je des le choses reproche pas sur à cette Wout première van Aert. semaine? Je le Sur reproche. Parce que le Non, Tour là, de mais semaine, il y non, en mais a qui lui justement, Paul, reprochent d'avoir Paul, couru n'importe comment. c'est nous qui sommes en train Non, de poser, aujourd'hui, de poser cette question. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il y a deux enjeux qui se télescopent et je me demande si la direction sportive ne doit pas dire à Wout, bon, bah, tu l'as tenté, mais là, pour le coup, ne mets pas tout parce que ça risque d'être vraiment compliqué et il y a un autre enjeu. C'est là que la question se pose et je me dis jusqu'où, en fait, Wout van Aert peut la jouer à certains moments carte libre, tu vois. bah, jusqu'à aujourd'hui, Wout van Aert a fait une semaine parfaite. Maillot jaune, victoire d'étape, des gros points pris pour le maillot vert. Je pense que son Tour de France prend un virage à partir de demain. Euh, Moi, certes, aujourd'hui, je remets un peu en cause la manière de courir parce que je pense que sans rouler, peut-être qu'il perd le maillot, mais au moins, il a peut-être une chance d'aller chercher la victoire d'étape potentielle parce que je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'équipes intéressées Bah, s'il aujourd'hui va par la chercher la victoire victoire d'étape. d'étape, il perd pas le maillot, hein. Et en plus, il a cherché la victoire d'étape, il perd pas le maillot, mais c'était un risque à prendre. Il a préféré partir sur notre direction. On en a vanté les bons et les mauvais côtés. Moi, je pense qu'il aurait eu Après, de les bouilles là, de perdre le maillot en restant au chaud dans le peloton. ouais, mais si demain, s'il se fait une super montée de la planche et qu'il arrive à sauver son maillot pour quelques secondes, c'est pas mieux que ce qu'il a fait aujourd'hui. Moi, je suis désolé, je pense qu'un Van Aert, avec la forme qu'il a, il peut faire une Non, très parce belle que là, planche des pour le Belfi. coup, ça irait vraiment à l'encontre des objectifs et de ce qu'a besoin de Jumbo-Visma. Alors que ce qu'il a fait aujourd'hui, ça va pas à Non, l'encontre. ça, on est En, d'accord. en faisant ce qu'il a fait aujourd'hui, il a évité à Jumbo de mettre un coup de pédale Mhm. parce que c'est le seul de son équipe qui a finalement fait des efforts. Tous les autres, ils étaient au chaud toute la journée. Et évidemment que c'était pas le plan de Wout van Aert de partir à 3 et de se faire reprendre à 10 bornes de la ligne. Il l'a dit lui-même, il espérait partir avec un gros groupe et que ça fonctionne mieux et qu'il y ait plus de chances d'aller au bout. Il se trouve que ça s'est pas fait comme ça, mais moi, je reste persuadé que si Van Aert ne va pas dans l'échappée,
l'échappée va au bout. Et qu'on lui aurait laissé beaucoup plus de marge à cette échappée. Donc Ouais. finalement, il serait resté dans le peloton et il aurait été dans une situation où soit il était battu, soit il devait faire rouler son équipe et son équipe n'allait pas rouler. Donc moi, je comprends ce qu'il a fait. Après, en effet, il aurait peut-être pu se relever à 50 bornes de la ligne en se disant, bon, le coup n'a pas marché, maintenant je me relève et je reste dans le peloton. Mais ça aurait été en quelque sorte dire, bon, bah, j'ai perdu et je n'essaye même pas d'aller au bout. Je crois qu'il a eu peut-être par orgueil, peut-être par panache, l'envie de se dire, allez, je donne tout et puis on verra bien. De toute façon, moi, ma première semaine, elle est faite. Demain, ils auront besoin de moi. Ok, ben, je serai dans l'état dans lequel je serai. J'ai mérité, je pense qu'il a mérité de faire ce qu'il voulait aujourd'hui sur une étape pas très importante pour ses leaders. Après ce qu'il a fait hier, il a quand même sauvé ce qu'il pouvait sauver dans cette équipe. Donc voilà, franchement, il a sa carte blanche qu'il utilise. Ça n'a pas marché, mais il nous a fait kiffer. T'es en train de prendre. Mettez du gel hein, dans le chat pour Robin carrément. Non, mais Je prends t'as beaucoup de pas, poudrière. t'as parfaitement C'est très raison. belle, t'as raison. Robin, t'as raison à 100%. Par contre, qu'on ne vienne pas demander à Wout van Aert un rôle qu'il n'a visiblement pas été prévu d'avoir pour les jours qui viennent. On le laisse tranquille dans ce cas-là. Du gel, j'adore quand il y a du gel dans le chat. C'est Poney qui m'a appris ça, j'aime beaucoup ça. Donc voilà pour Wout van Aert. En tout cas, moi je pense que c'était quand même important qu'on se pose la question et qu'on la soulève parce que tout simplement c'est un élément important pour potentiellement Jonas Vingegaard et que avoir l'avis des uns et des autres est important. On ne pouvait pas juste dire bravo Wout van Aert et voilà, moi j'aime quand ça quand on se télescope un peu. Voilà pour Van Aert, les gars. Juste la dernière information. Paul, est-ce que tu peux partager le classement du maillot vert? Parce que c'est clair que s'il y a une bonne raison, en tout cas, d'avoir fait ça, c'est clairement le classement du maillot vert, bon, même s'il n'était pas forcément en grand danger, parce qu'aujourd'hui, il a 198 points. Devant Fabio Jakobsen qui a 137 points et Jasper Philipsen qui a 89. Donc il a fait très clairement un bel écart, Wout van Aert, notamment grâce aux points accumulés sur le long du parcours. Voilà pour Van Aert. On verra comment on le retrouve sur la suite du Tour de France. Un mot quand même de Bardet et de Gaudu. En commençant par David Gaudu, Paul, qui termine 3e et qui fait une très très belle semaine globale. Bah ouais, Godu, c'est très bien. C'est 10 sur 10 sur cette première semaine. Sur des profils où il avait toutes les raisons potentielles de perdre du temps, et bah, il n'en a pas perdu. Il limite la casse sur le premier chrono qui, je persiste, je pense qu'il était, au vu des conditions et au vu de ses adversaires, reste quand même un chrono de qualité. On pouvait avoir peur dans les éventuels faits de course au Danemark avec du vent. Le fait est que du vent, il n'y en a pas eu. Donc ça, c'est cool. Et surtout, cette étape des pavés où il a été parfaitement protégé, amené et encadré par Stephen Kung et le reste de l'équipe Groupama DJ. Ce qui faisait peur à David Gaudu, pour David Gaudu, c'était cette première semaine. Le fait est que cette première semaine se passe parfaitement bien. Il termine, enfin, j'appelle cette première semaine, on va dire que j'ai l'impression qu'on passe dans un autre Tour de France à partir de demain. Bien sûr, tu as raison. Et on peut dire que cette première partie était la partie la plus inquiétante pour Gaudu. À partir de maintenant, il arrive sur un terrain qu'il connaît parfaitement. La Porsche des Belles-Filles, croyez-moi, qu'elle n'a aucun secret pour lui. 2019, il avait déjà été très bien dans cette montée pour mettre Thibaut Pinot sur orbite. Alors là, c'était la planche, c'était pas la super planche. Si, c'était la super planche en 2019. 2019, c'est la super planche, ouais. Ouais, c'était déjà la super planche en plus. C'est du 10 sur 10 pour David Gaudu. Il a l'air d'être en forme en plus. Sur une arrivée comme ça, j'avais aucun doute qu'il puisse aller taquiner les places d'honneur. Il va chercher 4 secondes de bonification. C'est 4 secondes qu'il n'aura pas à reprendre. En plus, il fait une petite cassure sur Geraint Thomas et sur Vlasov, ça aussi. Un débours de 9 secondes, c'est pas négligeable. Je suis désolé, là, on joue le podium. Et c'est ces coureurs-là qui vont se battre face à Gaudu pour le podium. Franchement, bravo à la Groupama FDJ, bravo à David Gaudu. C'est une première semaine parfaitement maîtrisée. J'ai été un peu inquiet avant le tour. Je dois dire que là, je souffle un peu. Robin.
Ouais, pas mieux que Polo, hein. Moi, j'ai surtout été impressionné par Gaudu aujourd'hui, honnêtement. Sur l'attaque de Pogacar dans l'avant-dernière bosse, c'est lui qui est là. Dans le sprint, c'est lui qui va faire le podium aussi. Franchement, très, très costaud, David Gaudu. Tu as la confirmation que dès que ça grimpe, il est vraiment très fort, pardon, très en forme. Hier, on a eu la bonne surprise de voir qu'il faisait partie aussi de ceux qui étaient très bien accompagnés et qui n'a rien perdu sur les pavés, sauf par rapport à Pogacar, évidemment. Donc voilà, je suis très pressé d'être à demain et idem pour Bardet qui arrive dans les mêmes temps que Gaudu dans la montagne. Ils sont tous les deux à 1 minute, je crois qu'ils ont 1 seconde d'écart les deux, à 1 minute et quelques de Pogacar, à une trentaine de secondes, une grosse trentaine de secondes de Vingegaard. Donc en effet, pour tous les deux, tout reste possible. L'objectif de podium pour Gaudu, il est encore à portée de fusil. Et on va voir ce que ça donne dans la montagne. Et pour Bardet, qui pour l'instant nous dit qu'il ne vise absolument pas le général, on va vite savoir aussi. Donc voilà pour l'étape du jour et on pourra mentionner dans les prochains jours en fonction de leurs résultats. Deux hommes que j'attends un peu de voir la suite quand même, c'est Romain Bardet qui est 9e au classement général avec 1 seconde de retard. Romain Bardet, c'est pareil, c'est 10 sur 10. Il y a cette petite frayeur gênée dans la chute de Roglic et Caleb Ewania. Excuse-moi, je te coupe avant de passer à autre chose. Mais Romain Bardet, c'est 10 sur 10. Dans le placement, c'est toujours parfait. Dans l'approche de la course, c'est toujours parfait. Il a une équipe quand même qui, de 1, n'est pas dévouée entièrement pour lui, et de 2, est quand même très jeune. C'est l'équipe la plus jeune de ce Tour de France. Je crois qu'à part lui, il y a peut-être 1 ou 2 autres coureurs qui ont déjà participé au Tour, et je ne suis même pas sûr de ce que je dis. Il me semble que peut-être même que c'est le seul à avoir participé au Tour de France dans son équipe. Franchement, nos deux Français, là, ils nous régalent, et surtout, le plus important, c'est qu'ils ont l'air d'être très en forme. Gaudu, on pouvait se poser la question, il a une préparation Petit coup de moins bien sur le Dauphiné. compliquée, avec un petit coup de moins bien sur le Dauphiné. Bardet, il a eu cet épisode du Giro. Le fait est que là, nos deux Français sont très en forme, et ça fait kiffer. Oui, il y a Degenkolb, mais voilà, à part Degenkolb et Bardet, peut-être Dainese en a fait un, je suis même pas sûr. Mais c'est une équipe hyper jeune qu'on voit à la DSM, et Romain Bardet arrive à faire du très bon taf, à éviter aussi lui tous les pièges de cette première semaine, donc c'est très cool. Donc à Bardet et après il y aura Nairo Quintana aussi qui est je voyais dans le chat quelqu'un disait qu'Hofstetter avait dit dans Vélo Club qu'il était dans la forme de sa vie. Il est 10e, il est 11e à 1 minute 5, donc on en parlera dans la suite si par hasard il est en forme. Quintana, j'aimerais bien, mais j'ai peur de ce qui va lui arriver là dans les prochains jours. Là, pour l'instant, c'est pour ça que je préfère ne pas en parler pour le moment, et on attendra un peu. Et il y aura un débat qu'on aura en fonction de l'étape de demain. C'est la stratégie chez Ineos qui peut être intéressante parce que Adam Yates, Geraint Thomas et Dani Martinez sont tous les trois dans le top 10 et Dani Martinez est le plus loin à 1 minute, donc ils ne sont pas si loin les uns des autres. Il va falloir choisir peut-être un moment et vous me direz comment, est-ce qu'il faut choisir, ce sera intéressant de suivre ça. Voilà pour le résumé de l'étape du jour. On se tourne désormais sur la suite, et avant ça, on se fait un petit point sur le classement de la fantasy du jour. Comme vous le savez, vous n'oubliez pas. D'ailleurs, vous pouvez déjà parier pour l'étape de demain. Moi, c'est actuellement. Donc moi, je vais le faire pendant que je parle. Donc, je vais sur le Discord de Roue Libre. Je le rappelle, ça pop-up souvent dans le chat, les amis, si par hasard vous voulez rejoindre notre Discord. Ensuite, il y a des salons dans Discord, et à gauche dans la colonne, il y a écrit salon de jeu pour rejoindre, pour parier. Le classement de la fantasy, le voilà aujourd'hui. Merci les gars des Mentales qui l'a sorti. Merci à toi. C'est Vromega qui est désormais leader avec 36 points. Je crois qu'il est dans le chat, Vromega. Ah, ok, félicitations à toi. Ah, bah, il a pris la tête, Vromega. Ouais, avec 36 points devant Flock Flo avec 40 points. Donc c'est un mini break. Ouais, ça va vite, hein. Faut faire attention parce que ça va vite. Ouais. En tout cas, 36 points après 6 étapes, bravo. Hein. Ouais. On peut pas en dire autant, nous trois, les gars. Non, moi, c'est Van Der Poel qui m'a mis dedans. Hein. Aujourd'hui, j'ai mis Adam Yates, c'était pas dingue, mais c'était correct. Mais ouais, sinon, j'ai pris un sacré éclat récemment, hier, avec Mathieu Van Der Poel.
Sentinelle qui avait mis Quinn Simons, gros risque, pas loin de payer, hein, mine de rien, mais gros risque. Pour le coup, là, tu as pris un petit tir, c'est un peu dommage. Mais voilà, moi, c'est mal payé. Je suis comme Good Slab, j'en ai rien à foutre des déclats de Madio, de la stratégie de la groupe LDJ. Et c'est pas contre eux que je dis ça vraiment, mais demain, sur la planche, je suis obligé de mettre Thibaut Pinot. Alors certes, on va en parler dans la preview, Joe, j'en dis pas plus, mais moi, j'ai voté Thibaut Pinot. Tu peux pas faire, quoi qu'il arrive, pas faire autrement. avant même le début de ce Tour de France, j'aurais voté pour lui. Enfin, j'aurais piqué Thibaut Pinot pour cette étape sur la planche. Pas sûr que ça me rapporte beaucoup de points, mais on est là pour les socios et c'est pas grave. On fera les comptes à la fin de la journée. Moi, je soupçonne quand même Polo de s'être autorisé ce petit coup-là parce qu'il avait oublié de pronostiquer aujourd'hui et qu'il a déjà pris un tir. Non, vraiment pas, Romain. Vraiment pas. Aujourd'hui, j'ai pris un tir mérité parce que j'avais la tête ailleurs, mais je jouerai à cette fantaisie jusqu'au bout. Il y a des belles choses à aller gagner, de belles choses à jouer. Je vais pas lâcher. Je vais pas du tout lâcher la fantaisie, croyez-moi. Mais là, il y a que 2-3 étapes que j'ai cochées. Je sais déjà qui je vais mettre pour le 14 juillet aussi. Et là, demain, c'est le tour de Thibaut Pinot. Dylan Tuns est décevant. Aujourd'hui, nous dit la Guine, oui. Ça allait vite, hein. Fin de rien, Dylan Tuns, il a suivi, il fait quoi? Il a tellement été impressionnant. Il était 5e, je crois. Ouais, franchement, c'est déjà pas mal, quoi. On est niveau Tour de France. Devant, il y a Pogacar, il y a Gaudu, ça fait partie des meilleurs. Il y a Matthews, les meilleurs finisseurs, les meilleurs punchers du monde. En vrai, c'est dur pour Dylan Tuns, même si je pense que c'était un peu plus pentu, il aurait peut-être pu faire un peu mieux. On avance du coup pour l'étape de demain. L'étape de demain, du coup, on arrive à la super planche des belles filles. On part de Tomblaine. J'affiche le profil, Paul, tu peux y aller. Ouais. Et ça fait 176 km pour être exact. Alors, vous connaissez peut-être effectivement la planche des belles filles. On l'a passé plusieurs fois. On a déjà passé la super planche des belles filles. Le voici, le profil de la super planche des belles filles. La super planche, c'est parce que on a rajouté, ASO a rajouté du coup une portion à la fin qui n'est pas une portion si facile, même elle est très dure parce qu'en plus le revêtement est un revêtement très caillouteux. C'est pas goudronné. Voilà. Donc voilà, la super planche des belles filles qui fait 7 km en tout, 8,5% de moyenne avec des passages. Alors, le passage maximal, je ne l'ai pas là-dessus. C'est 24%. J'ai pas envie de dire de bêtises. Dans le dernier mur, en fait, il y a le mur classique de la planche des belles filles qu'on connaît, où ça fait un mur et ensuite un mini repli à la ligne quand on va à la planche des belles filles normale. Ce mur-là, il y a un passage à 20%. Et là, avec le rajout, la super planche des belles filles qui va sur la route non goudronnée et qui va jusqu'en haut, on monte à 24%. Ouais. Et tu as du 13% au pied aussi. Tu vas être dedans dès le début. Il faudra être prêt. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on a monté la planche des belles filles ces dernières années, ça a monté full gas. Ça va être hyper spectaculaire. On imagine un scénario assez simple ça va pas se tirer dans les pattes avant la super planche, bien évidemment. À partir du moment où en 2019 tu avais le ballon d'Alsace, le col ou la côte des Chèvres, là je sais plus exactement, là il l'adore celle-là, Thibaut Pinot aussi, et que finalement ça se tu me diras, cela dit, c'était arrivé en échappée, puisque Ciccone et Dylan Tuns avec les favoris juste derrière. C'était joué la victoire, mais les favoris étaient vraiment, vraiment juste derrière. Là, la volonté d'ASO, c'était vraiment de faire une course de côte. Donc, qui dit course de côte dit une espèce de flèche wallonne un peu plus. Moi, j'adore ça. Personnellement, j'adore ça. Alors, on aime, on n'aime pas. Mais voilà, demain, il ne faut pas s'attendre à une étape extraordinaire de montagne avec des gros écarts, etc. Ça va se jouer à la pédale, à la dernière jambe, demi-heure qui sera sur la dernière demi-heure. Et ça a un côté cool. Au moins, on ne s'attend pas à autre chose. Il n'y aura pas de fausses promesses. L'étape est plutôt facile. Dites-moi dans le chat votre scénario, genre échappé ou un favori, et quel favori si c'est un favori. Comme ça, je mets un sondage avec genre échappé. Faites-moi popper en gros vos pronostics, comme ça je vous mets un petit sondage. Mettez échappé ou favori. Échappé ou favori dans le chat. Et pour le coup, c'est compliqué. Mais moi, j'imagine quand même qu'il y a certaines personnes qui ont des objectifs. Moi, certes, Thibaut Pinot, de ce qu'on entend avec des grands discours, des grandes théories,
notamment de certaines personnes de ces groupes FDJ, devrait être au chevet de David Gaudu. Mais j'imagine pas Thibaut Pinot ne pas faire un tempo incroyable pour lancer David Gaudu. J'imagine pas la Groupama FDJ ne rien tenter demain dans Après, la il poche peut de y la avoir file. une, Mais il peut il y peut y avoir une avoir une échappée lutte entre devant. favoris avec des échappées devant. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'on Mais avait eu d'ailleurs, même s'il n'y avait pas eu beaucoup d'écart en 2019. Il y a pas mal d'échappées dans le chat. C'est vrai qu'il y a le côté, est-ce que Jumbo-Visma, pardon, est-ce que UAE, l'équipe de Pogacar, a envie de laisser le maillot? non. S'il y a un mec à qui tu peux laisser le maillot dans l'échappée, est-ce qu'ils auront envie de lui laisser? Bon, je pense Ouais. pas trop que ce soit la mentalité chez UAE et chez Pogacar. Donc moi, je pense honnêtement que ça va se jouer entre les favoris, comme je pensais que ça allait déjà être le cas aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un boulevard pour Pogacar. Même si certains peuvent essayer de profiter peut-être d'un marquage de Pogacar avec certains autres favoris, notamment Vingegaard. Il y a deux chiffres intéressants que je voulais donner. C'est que le maillot jaune à la planche des belles filles remporte toujours le tour, sauf en 2019. En 2019, c'est Ciccone qui avait pris le maillot là-bas. Mais donc, on a eu Wiggins en 2012, Nibali en 2014, Froome en 2015, Pogacar en 2020 à la suite du chrono. Voilà, ces mecs-là étaient en jaune au sommet de la planche et ils ont gagné le tour. Bon, pour Pogacar, il se trouve que c'était le lendemain, mais pour les autres, c'était quand même en début de tour dans un scénario qui ressemble à celui de cette année. Et autre chose, c'est qu'on peut faire des écarts sur la planche des belles filles. En 2017, Fabio Aru avait repris 20 secondes à Christopher Froome plus les bonifications. En 2014, c'est Nibali qui avait fait des écarts en reprenant 15 secondes à Thibaut Pinot, qui à l'époque était deuxième de l'étape, 15 secondes plus les bonifs. Donc on peut créer un peu la surprise, notamment, je me rappelle, en 2017, Fabio Aru, il s'était vachement bien replacé dans la course au maillot jaune. Il avait pris le maillot quelques jours plus tard, avant de finalement le reperdre, mais on avait eu un vrai rival à Chris Froome pendant une bonne moitié de Tour de France. C'est surtout ça. 2017, Chris Froome perd du temps dans la planche. Si tu n'as pas les jambes, tu peux te faire surprendre. Hein. C'est violent la planche. Moi, franchement, c'est pas le jour pour avoir des mauvaises jambes. Quand Aru gagne et que je vois Froome un peu derrière, je me dis merde. On peut assister à une surprise sur ce Tour 2017 qui n'en prenait pas le chemin. Non, ça va être intéressant. Je voulais juste rajouter ça. Un petit complément d'information à ce que disait Robin. Mais pour revenir sur le scénario de demain, j'ai une question, les gars. Pareil, il y a tellement de possibilités. Il y a plein de trucs possibles. En tout cas, le chat voit pour le moment un favori du tour. Mais j'ai une question un peu plus précise autour de Gaudu et Pinot. Si vous êtes Marc Madiot demain, si vous êtes Philippe Mauduit, dans le quart, quelle est votre stratégie d'équipe? Quel est le rôle que vous allouez à Pinot? Tu bosses pour Gaudu. Moi, j'aurais pas fait ça. Mais toi, ça n'a rien à voir. Tu le fais pas en pensant à Gaudu, tu le fais en pensant à Pinot. Je fais en pensant à la France. C'est à la France que je pense quand je fais ça. C'est pas à Gaudu, c'est pas à Pinot ou à moi. Non, je rigole. Plus sérieusement, la logique naturelle, totalement hors sentiment, veut que Gaudu, qui montre qu'il est très fort, et son équipe et ses meilleurs grimpeurs. Je pense à Storer aussi qui n'a pas mis un coup de pédale depuis le début du tour. Je ne sais pas s'il est malade ou s'il est blessé. Les gars dans le chat, n'hésitez pas à nous donner des infos. Mais c'est ces gars-là qu'on attend demain. C'est ces gars-là qu'on attend demain autour de David Gaudu. Et en ça, on ne peut pas reprocher à Groupama FDJ d'attitrer le rôle de coéquipier à Thibaut Pinot demain. Par contre, ce que je veux voir, c'est que la Groupama FDJ fasse honneur à Thibaut Pinot en le faisant travailler au pied et en faisant un vrai, un vrai tempo, un vrai train pour essayer de mettre David Gaudu sur orbite, comme David Gaudu avait su le faire en 2019 pour Thibaut Pinot. L'image serait belle et c'est, je pense, une image qu'accepteraient les suiveurs qui seraient un peu frustrés de ne pas voir Thibaut Pinot tenter sa carte personnelle sur la planche. Madiot et Mauduit font pas la sondage, stratégie. Les gars, sondage, bien évidemment. De Pinot. Non, mais bien sûr, évidemment. Et c'est pour ça que je te dis, Robin, que le choix le plus logique, si on écarte tout sentimentalisme, c'est de coller Thibaut Pinot devant, que Gaudu soit collé dans la roue de Thibaut Pinot au moment d'attaquer la planche. Thibaut Pinot connaît parfaitement la planche. David Gaudu lui fait une confiance aveugle. Ils ont les armes aussi pour faire quelque chose de très bien, la Groupama FDJ demain. Mais tu vois, on parle de la Groupama FDJ. Moi, j'ai la Bora aussi en tête avec un Vlasov qui a l'air quand même très en forme et avec des coureurs potentiellement capables de faire bouger les choses dans la planche. Je ne sais pas s'il y aura une échappée avec 3 minutes devant eux pour se jouer la victoire, mais en tout cas,
il faut tenter. Il faut continuer de tenter. Pogačar a un peu d'avance. Pogačar a un ascendant mental, psychologique et comptable, mais il faut continuer d'essayer. Et c'est pas le genre de la Groupama FDJ de pas essayer. Tu vois, là, ils ont été clairs. C'est tout pour Gaudu. Mais par contre, Gaudu, lui, il a des objectifs et je pense que ça passe par mettre les choses en place demain. Et j'ai déjà hâte d'y être. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je voulais savoir, Polo, je pense que tu peux un peu sortir du pardon. template de la super planche des belles filles. Juste savoir si vous imaginez, juste avant de passer à la rétro, un coureur en particulier, est-ce que la super planche ne correspond pas à un des favoris et vous l'imaginez un peu, non, est-ce qu'un mec qui sera en difficulté, tu veux dire? Ouais, un mec qui est potentiellement sur cette planche-là pourrait être un peu plus en difficulté que les autres. Je ne sais pas si vous imaginez si vous avez une idée, si vous en avez pas. Moi, j'ai l'impression que tous les favoris sont quand même vachement à l'aise sur ce type d'effort, sur les très gros pourcentages, sur un mur final. Je fais assez confiance à Pogačar, Roglic, Vingegaard, Quintana, Geraint Thomas s'y était montré fort en 2019. Gaudu, j'ai pas d'inquiétude non plus. Donc j'ai quand même l'impression, Bardet pareil, j'ai quand même l'impression que la Quintana, beaucoup dans le chat. Mais Quintana avait été bon sur la super planche en 2019. Hein. Donc moi je pense que ça va pas se jouer là-dessus, ça correspond un peu à tout le monde cette arrivée. Et Geraint Thomas qui prend un petit écart. Mais Thomas, c'est le premier des favoris à la super planche en 2019. Geraint Thomas, il est devant Bernal, il est devant Pinot, devant Alaphilippe, il est devant tout le monde. Hein, la vérité Thomas, il y a 2 ans. C'était il y a 3 ans. Là je te rejoins, c'était il y a 3 ans. Mais bon, Geraint Thomas, il avait pas l'air très emmerdé il y a 3 jours aussi quand ça a monté. Il était peut-être un peu derrière Adam Yates et Vingegaard. Un peu plus en galère aujourd'hui quand même. Il était pas très loin. T'as dit quoi? Un peu plus en galère aujourd'hui. Un peu plus en galère aujourd'hui. Faut voir. Mais comme moi, je te rejoins, Robin, j'arrive pas à voir un favori vraiment désavantagé par une arrivée telle qu'elle. Après, demain nous donnera des réponses. Mais je pense que plus qu'une question de profil, ce sera une question de forme demain. Et si des mecs passent pas, je regarderai avec attention un Daniel Felipe Martinez notamment, des mecs un peu comme ça. Et ce sera, je pense, plus une question de forme qu'une question de profil qui ne leur conviennent pas. Voilà du coup pour l'étape de demain, les amis. On va pouvoir passer du coup à la rétro. Vous le savez toujours, il y a tous les soirs une petite rétro qui est concoctée par Robin. Donc tu l'as dit tout à l'heure, Robin. De quoi va-t-on parler? Est-ce que tu peux le rappeler? On va parler de l'étape la plus longue de l'histoire du Tour de France, qui faisait 482 km. Je ne savais plus si c'était la plus rapide ou la plus longue. Non, il n'a quand même pas prévu qu'aujourd'hui ça allait être la 4e plus rapide. Et non, ça j'étais pas aussi fort. Oh, mais ça ne m'aurait pas étonné. Du coup, on se replonge. Ce qui est marrant, c'est que c'était déjà un 7 juillet. C'était le 7 juillet 1919. Alors, je sais pas si ça vous fait marrer, mais tu vois, moi, quand j'ai préparé ça, je me suis dit, tiens, c'est un petit signe. Ah oui, ok. C'était pas c'était le... Tu sais pas. Okay. Voilà. Donc, c'était entre les Sables d'Olonne et Bayonne. Je t'avais envoyé, Joseph, deux petites photos, notamment la carte du Tour. Je sais pas si tu l'as sous la main. Je vais aller la chercher. Pour qu'on se rende compte la distance entre les deux villes, c'est assez fantastique. Bref, je continue, je te laisse chercher ça en attendant, pas d'urgence. Donc à l'époque, sur le tour de 1919, c'est un tour un peu particulier. Ils sont que 18 coureurs à prendre le départ de cette étape. Il y a déjà eu 49 abandons sur les 4 premières étapes du Tour de France. Et en fait, il y a assez peu de participants cette année-là. On est juste après la guerre. Il y a certains qui ont perdu la vie, comme les anciens vainqueurs du Tour, François Faber, Lucien Petit-Breton, Octave Lapise, des noms qui sonnent bons les années 1910. Il y en a d'autres qui expliquent qu'ils ne sont pas assez entraînés, qu'ils ne sont pas en forme parce qu'ils ont été mobilisés pendant la guerre pendant de nombreux mois et ils n'ont pas pu reprendre sérieusement le vélo. Donc on a quasiment 2 fois moins de partants en 1919 par rapport à 1914, la dernière édition avant la guerre. Et en plus, tu ajoutes à ça les abandons, le peloton est vraiment très très réduit. Et donc ce jour-là, le 7 juillet 1919, on prend le départ à 22h. C'est complètement insensé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. On va finalement rouler de nuit pour arriver le lendemain dans l'après-midi à Bayonne. Les coureurs mettent 18h54, enfin le vainqueur met 18h54 pour aller des Sables d'Olonne à Bayonne. Mon Dieu. Aujourd'hui, une étape du Tour, ça se court à peu près en 5 heures. Voilà. À cette époque-là, heureusement, il y a quand même une petite différence avec aujourd'hui, c'est qu'il y a un jour de repos entre chaque étape, parce que justement, elles sont très 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 longues. Donc sur ce Tour 1919, il y a 15 étapes.
mais entre chacune d'entre elles, il y a un jour de repos. Et la plus courte des étapes de ce Tour de France, elle fait 315 km. C'est entre Strasbourg et Metz. Donc, c'est environ 100 km de plus que l'étape d'aujourd'hui, qui était la plus longue du Tour 2022. Mais revenons-en à notre étape Sable d'Olonne-Bayonne. Donc, c'est une étape où évidemment il se passe des trucs. Quand tu fais du vélo pendant 18 heures, il y a pas mal de rebondissements. Il y a un coureur qui casse sa roue, qui abandonne au début de l'étape. Mais par contre, les 17 autres décident de rester ensemble. Ils restent groupés, ils sont encore groupés à Bordeaux, tu vois, après quasiment 300 km. Évidemment, pas question de partir en échappée, de faire 480 bornes tout seul. Tout le monde n'est pas Wout van Aert. À cette époque-là, on reste bien au chaud et on ne va pas s'échapper et tenter des folies. Ouais, bon, pour le reste, en tout cas, comme tu le dis, comme tu vas le dire, c'est une étape. Est-ce qu'elle est compliquée ou non, en fait, cette étape? Parce que ça peut être très long, mais si ça dépend aussi de la topographie de l'étape et du profil. Alors sur PCS, ils n'ont pas mis le profil, donc moi j'ai envie de savoir, est-ce que ou non, cette étape était si compliquée que ça en termes de dénivelé? Bah non, parce qu'il n'y a pas de col entre les Sables d'Olonne et Bayonne. Tu peux t'en sortir sans trop grimper, quoi. Tu fais plutôt longer le littoral, mais c'est quand même compliqué par la route qui est très abîmée. Alors déjà, à cette époque-là, les routes ne sont pas dans l'état qu'on connaît aujourd'hui, mais en plus, on sort de la guerre et il y a eu quand même pas mal de dégâts et toutes les routes n'ont pas été restaurées. Donc ça ajoute un petit peu à la difficulté avec des vélos en plus qui ne sont pas toujours les plus confortables ni les plus fiables. Donc c'est un tour vraiment particulier dans cette après-guerre. Il n'y a pas non plus de marque de cycle et de pneumatiques pour sponsoriser les coureurs, par exemple, comme il y avait avant la guerre. C'est les conséquences économiques du conflit. Alors qu'en 1914, par exemple, tu avais des Alcyon, Peugeot, Continental, Hutchinson, Dunlop, des marques qu'on connaît encore aujourd'hui, qui étaient sponsors des équipes, en fait. Donc les coureurs, à l'époque, pour te dire, portent tous un maillot gris uniforme, puisqu'il n'y a plus de sponsors. Et il y a seulement le maillot jaune, justement, qui est créé cette année-là. Et la légende raconte qu'on a créé le maillot jaune notamment pour le distinguer des autres coureurs qui avaient tous un maillot gris à cause de cette absence de sponsors, de marques de cycle et de marques de pneus. L'étape, elle, qui est devenue donc historique puisque c'est la plus longue, elle a été remportée par Jean Lavoine, un spécialiste qui a remporté 17 étapes sur le Tour de France, mais qui n'a jamais gagné le classement général. Et ce Tour 1919, lui, il est gagné par Firmin Lambeau. Donc voilà pour l'année 1919. Mais cette étape entre les Sables d'Olonne et Bayonne, elle va avoir lieu encore plusieurs années finalement, puisqu'à l'époque, le Tour ne se renouvelle pas complètement d'une année devient un passage obligé. Exactement, et c'est ce qui devait faire plaisir chaque année quand même quand tu étais au départ. Et on va l'avoir jusqu'en 1924 avec une performance particulière en 1923 puisque le vainqueur s'impose en 20h16 et c'est l'étape la plus longue en termes de durée. Voilà, on passe le cap des 20 heures, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est pour le premier. Hein. Évidemment, il y a des mecs qui arrivent un peu derrière. À chaque fois, cette étape-là, c'est une aventure. Et il y a une photo rentrée dans l'histoire où on voit Robert Jacquinot en 1922. Joseph, tu nous as elle est affichée, cette photo. Ouais. Je vois ça. Comme c'est bien fait. Donc, il s'arrête en plein cœur, en plein cours de l'étape, dans un café de la ville de Ostens, en Gironde. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais lui, il veut juste faire une pause, manger un bout. Donc, il prend un bol de soupe, il y a du pain, il y a aussi un verre de vin qu'on voit sur la table, mais ça, on ne sait pas s'il y a touché. Et il faut dire que donc c'était tellement dur que les mecs faisaient des pauses en plein milieu de l'étape. L'état de ses jambes, putain. Ouais, et puis c'est pas n'importe qui ce gars-là parce que c'est quand même le coureur qui venait de lâcher le maillot jaune sur l'étape précédente et il avait été maillot jaune au cours des 3 premières étapes, donc c'était pas un coureur lambda, c'était quand même un champion de l'époque. Donc voilà, et à partir de un peu flippé le mec derrière par contre. Hein. C'est vrai qu'il voulait être sur la photo. Hein. Lui, un bon photobombe. Et donc, à partir de 1925, les étapes réduisent un peu en kilométrage. On passe toujours aux Sables d'Olonne et à Bayonne, mais on s'arrête cette fois à Bordeaux entre les deux, ce qui permet de couper la poire en deux. En revanche, les coureurs n'ont plus toujours un jour de repos entre les étapes, puisque justement, on les réduit un peu et on les fait enchaîner plusieurs jours de suite. Ouais, bon, relativement rassurant. Par contre, Robin, tu avais quand même une équipe dans ce tour-là, non? Tu avais l'équipe la sportive. C'est l'équipe de Firmin Lambeau. En fait, c'est l'équipe qui s'est créée. Comme il n'y avait pas de sponsors, les Peugeot, Dunlop, etc., dont je t'ai parlé, ils sont un peu rassemblés tous sous une même étiquette. Qui était donc la sportive. Bon, ok. Ouais, t'as voulu me piéger. Hein. Non, jamais, je me permettrai pas. Je sais que c'est pas possible, tout va dire. Si, c'est possible, complètement. Merci Robin pour cette nouvelle rétro, de nous plonger dans l'histoire du Tour de France. Et c'est toujours important de faire un pas de côté dans ce Tour de France et de ne pas rester évidemment peut-être dans le guidon sur l'actualité. C'est hyper important. C'est très bien. Si on reste trop la tête dans le guidon, on tombe de toute façon. Il faut savoir regarder un peu devant soi ou parfois derrière, comme le fait excellemment Robin.
Exactement. Merci. Quiz Merci à pour tous dans le terminer. Allez. Petit coup de gel, les amis, dans le chat pour Petit coup de gel dans le on chat peut encore. remercier quand même de nous faire de si belles previews, de si belles rétro, et on en apprend tous les soirs. Et c'est important de regarder l'histoire du Tour de France, bien évidemment. Quiz, les amis, avec Robin, donc, qui mène 6-4 dans ce quiz après cette belle victoire hier que tu nous as proposée. On va faire 3 qui suis-je, comme d'habitude, dont l'égalité des chances qui est la plus importante. Qui suis-je? Je suis un coureur retraité parce que... Mathias Franck. Je m'y attendais pas. J'ai couru de 51 jusqu'à 58 dans ma carrière, et je me suis retiré en 64, pour être exact. Je suis un très grand monsieur. Je suis un très grand monsieur du Tour de France. Je ne suis pas la personne la plus compliquée, disons, à trouver. Je suis un Européen et j'ai gagné un Tour de France. Entre Ferdi 51, Kubler. Ce n'est pas Hugo Koblet. C'est Hugo Koblet. Bravo. 51, j'ai dit Kubler avant d'entendre 51. Après... Ah ouais, mais, bon, ok. Mais ça a été trouvé très très vite dans le chat, j'ai l'impression aussi. Ah ouais? Bah, ils sont très solides. Je sais pas, j'ai plus le chat, moi, Robin. Zdenek, bah, je le réouvre à chaque fois que le j'ai fini, quoi. À chaque fois que t'as pas la réponse. Moi, je le réouvre à chaque fois que je fais une vraiment, non, mais là, il y a... Ouais. Là, pas simple le prochain. Ça fait 1-0 pour Robin. Pas simple le prochain. Enfin, je pense, pas simple, on verra. Je vais mettre un bandeau, Paul. Je te promets, je vais acheter un truc. Il y a entière confiance, Robin. J'ai gagné une étape du Tour de France. C'était entre 2009 et 2012. Voilà, je ne vais pas le dire pour le moment. Et j'ai terminé sur le podium des Jeux Olympiques en 2004. J'ai gagné une étape de la Vuelta 2006. Popovic. Et je suis passé par plusieurs... Tu m'as dit? Popovic. Ce n'est pas Popovic. Je suis passé par plusieurs équipes comme la Liberty Seguros, Radio Shack, EFAPEL. C'est l'équipe dans laquelle j'ai terminé en Continental Pro parce que j'ai quitté le World Tour en Chris 2016. Horner. Ce n'est pas... Tu m'as dit? Chris Horner, putain. Ce n'est pas Horner. Podium des Jeux. Podium des Jeux en 2004. J'avais terminé derrière Paolo Bettini. J'avais fait 2e. J'avais terminé à 1 seconde. Il m'avait réglé. Moi, j'avais Bettini, c'est déjà pas mal. En 2004, putain. Je me suis retiré en 2021. J'ai 42 ans actuellement. Oscar Sevilla? Ce n'est pas Sevilla. Paco Mancebo? Ce n'est pas Paco Mancebo. Oh là là. L'étape que j'ai gagnée, il a dit tous les vieux. Sevilla, il a pas passé chez Radio Shack. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi. J'ai gagné en 2010 sur le Tour de France. J'ai gagné à Gap. Paulinho, exactement. Bravo. Ça allait très vite, plus vite. Celle-là, elle est belle parce qu'elle est vraiment pas facile à trouver. Trouvé dans le chat ou pas? Je sais pas. J'avoue, j'ai pas regardé. Je peux regarder tout de suite. Ouais, ça avait été trouvé. Paulinho, ça avait été trouvé. Alors, ça avait été trouvé. Alors, quelqu'un a dit un Portugais. Alors, ça ne marche pas comme réponse. Québécois bondissant avait trouvé le premier. Donc, félicitations, je crois que c'est Québécois bondissant qui avait trouvé le premier. Alors, qui est-ce que je vais faire comme qui suis-je pour que Paul marque un point? Non. Allez, il y a 2 points à marquer en plus, parce que ça aurait été honnête la victoire. C'est vrai que j'ai trouvé les deux. Il y a 6-4. Il y a 6-4. Je suis très honnête dans les quiz. Fais un truc normal, Joseph. Moi, je veux pas. Non, mais c'est les règles de base. On s'en fout, c'est les règles de base qu'on a annoncées. Oui, allons-y. On va pas les changer en plein milieu quand même. Je veux pas être avantagé, moi. Non, mais t'es pas avantagé. Robin, il pourra en profiter un jour. Et ce jour-là, c'est comme ça. Les règles sont les règles. Là aussi, c'est un qui suis-je qui n'est pas facile. J'ai gagné une étape du Tour de France 2006. J'ai fait la grande majorité. Pardon? Patrice Algan. Ce n'est pas Algan. Je ne suis pas français. J'ai fait la grande majorité de ma carrière dans la même équipe. Mais la dernière année de ma carrière, je l'ai fait en 2007 chez Astana. Je suis un Européen qui a donc gagné une étape du Tour de France en 2006. Cette étape-là, je la gagne à Valkenburg. Tu répètes? Je la gagne à Valkenburg. Non, avant. En 2006, je gagne cette étape. Je ne suis pas européen. C'est la 3e étape et je la gagne devant Michael Rogers.
Sienkiewicz. Ce n'est pas Sienkiewicz. T'as dit qu'il était européen ou pas européen? Non, Oui. il est européen. Il est européen. Gagne devant Rogers. 70 kg, 1m72. Clochard. Ce n'est pas lui. J'ai fait 5e de l'Amstel Gold Race 2003, 4e de l'Amstel Gold Race 2007, 4e de la Flèche Wallonne 2007, 3e de la Flèche Wallonne 2004. Et surtout, j'ai fait 2 fois 6e de la Flèche Wallonne en 2004 et 2002. Surtout. J'en ai aucune idée, messieurs, dames. C'est J'en un ai Allemand. aucune idée. J'ai couru surtout chez la Team Telecom. Gardman, non, pas Gardman. Non, il Gardeman. finit bien plus tard, Gardeman. Ouais, de ouf. Un Allemand. Ah, un J'ai mec fait avec un 10 prénom grands avec un tours. Wegman. J, là, Jatschke, je sais pas quoi. Wegman. Non, Georges Jacquecheux. non. Non, lui, il n'était pas à la T-Mobile. Il était à Gerolsteiner, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. J'ai enchaîné 4 Tours de France de 2003 à 2006. Ah, c'est hyper dur. Qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Ah, je Ses l'ai pas, là. victoires. Ses victoires. Il a 4 victoires dans sa carrière. Il a surtout 2 Grands Prix Miguel Indurain. Alors, je vais vous C'est où les donner. qui gagne sur le tour? C'est où? C'est à Valkenburg. Ah oui, Valkenburg. Un mec de la T-Mobile. C'est pas Il y avait facile. quoi? Hein. Il y avait Je l'avais dit. Clauden, il y avait C'est un Allemand. Vino, il y avait plus Vino en 2006. Non, Je vous donne Il y avait- la première lettre de son nom de famille. Allez. Le K. Kessler. Ouais. Ah, bien joué. Putain. Oh, Bravo. Du diable Vauvert. Oui, putain. Polo, tu reviens dedans. Bien joué, bien joué. Ça Ah, fait putain. 6-4. Ah, Je pense que dans le chat, longtemps. il devait l'avoir depuis longtemps. Ouais. Ouais, alors c'est possible, mais franchement, alors qu'il y a eu des abonnements, 5 abonnements qui ont été donnés par Ah ouais, putain, merci les Mornoro, gars. merci à toi pour la fidélité. Merci à toi de nous soutenir comme ça parce que ça régale, c'est vraiment sympa. Qui l'avait trouvé? Il y a du Coblé. Ah non, du Coblé, ça c'est tout à l'heure. Franchement, il n'était pas facile, hein. Mais au moins ça dure un peu. Québécois bondissant aussi. Eh bah, fort. Ah, hein, bravo, fort, Québécois bondissant. Kessler, Jérémy aussi l'avait trouvé. Paul Arrea, il y avait du Boltz. Mais voilà, félicitations Paul. Donc félicitations. Tu reviens 6-5. Et ça, moi j'aime bien. GG C'est pour ça, ce que vous faites, c'est les ça. gars. Mais, merci à toi. En plus, c'est la première fois qu'il met un Ouais, merci, commentaire, les gars. notre Merci, ami. merci Mornoro, c'est gentil. Putain, C'est Mathias gentil. Kessler, quoi. T'as pas plus simple, Joseph? Bah, non, j'ai pas plus simple, désolé, j'ai pas envie de faire simple tout le temps. Ce sera pas Thibaut Pinot tous les jours, les gars. Merci Polo, merci Robin d'avoir été avec nous, les amis. On Merci, rappelle, Joseph. si vous êtes arrivés pendant ce live-là, vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube ce soir et demain matin. Et si par hasard vous voulez continuer, vous nous retrouvez demain à 10h. On sera en direct sur Winamax TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous fais de gros bisous et merci encore d'avoir été aussi nombreux ce soir. Ciao, ciao. Et Ciao. bonne étape de la super planche des belles filles demain. Ciao, ciao. Salut les gars. Bisous.